D'un concours national du journalisme environnemental. C'est bien la 4e édition de cet événement qui s'est ouverte depuis quelque temps aux candidats désirant justement participer au concours. Il est encore temps d'y participer, encore 15 jours devant vous, mais avant, on va parler des avantages, des objectifs de cet événement avec son organisateur, M. Mohamed Amin Mernin, qui sera parmi nous ce matin. Par ailleurs, Yazid Mahiedine, dans sa rubrique L'invité de la matinale, met l'accent sur la journée de lutte contre le sida avec son invité représentant du ministère de la Santé. Puis, par ailleurs, en parlant de santé, justement, notre nutrithérapeute Ania Srir nous parlera des modes de cuisson et de ce qu'il présente comme avantages et inconvénients. Dans notre matinale, Felab Nour, dans sa rubrique Djalia des aides, dédiée justement à tous ces Algériens et Algériennes qui vivent à l'étranger, reçoit ce matin le fondateur d'une start-up. Donc on va découvrir la success story de M. Nourdine Melikchi avec justement Felab Nour qui va nous parler un petit peu de son expérience de physicien-chercheur à la NASA. Et puis, dans un autre registre, nous aurons l'occasion aussi de parler de sport avec Riyad Belkhadim qui nous fait le round-up du week-end. Merci d'être là, mesdames, messieurs. C'est parti pour cette édition de Bonjour d'Algérie. J'ai oublié de parler de Samira, tiens. Oui. Samira Hadjamar, elle nous emmène vers le Tassili Nadjer, ce musée à ciel ouvert qui séduit en cette saison les touristes de tous bords à travers justement l'expérience d'un chercheur et une belle découverte assez spéciale. Je n'en dirai pas plus, on va découvrir le sujet avec elle dans un instant. Mais avant, tout de suite, place à la météo et aux nouvelles du ciel avec Amal Haribi. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour, bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, ça peut aller. J'aime bien quand je vous fais sourire. Amurer mes oublis. Eh ben, on a oublié quand même un membre de l'équipe, Hassan Arabe, qui ouvre une page d'histoire chaque dimanche ici même. Aujourd'hui, la page d'histoire se fera à travers un livre donc de Kamel Bouchama, l'actuel ambassadeur d'Algérie en Syrie, dont l'intitulé est Lutte d'un peuple, émergence d'une nation. On verra le détail avec lui tout à l'heure. Allez-y. Dites-nous ce que vous révèlent les cartes aujourd'hui. On est comme des c'est des cartes météo, mesdames, messieurs. C'est pas de la voyance. Hein. Du tout, non. C'est toute une science que nous révèle notre Miss Météo ce matin. Alors, allons-y. Vas-y, Amel. Merci, Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel se montrera partiellement voilé sur les régions de l'ouest, également le centre du pays, avec de la brume en ce début de matinée, sur pratiquement toutes les côtes, également vers l'intérieur et le plateau de l'est. Et par contre, à l'est, eh bien, on aura des passages nuageux qui peuvent donner quelques pluies par endroits durant la journée. La moitié sud, eh bien, le ciel restera souvent voilé vers le sud-ouest, plus exactement Tindouf et le Bécharois. Ailleurs, rien à signaler, le temps restera dégagé à partiellement voilé. Et à noter des zones de sable tout au long des frontières algéro-maliennes, la région de Tindouf, le Sahara central et Djanet. Les températures, l'après-midi, eh bien, Météo Algérie prévoit un maximum de 25 degrés du côté de Tlemcen, 23 à Oran, 20 degrés à Alger, 19 à Naba, 18 également, 16 degrés Constantine, Sétif, Djelfa, 15 degrés le minimum à Al-Biad, 19 degrés à Tiaret, 23 degrés à Biskra, Ilizi, également Béchar, 22 Gardaya, 26 du côté de Tindouf, 27 degrés Insalah, également Ingezam, 21 à 22 degrés de Djanet vers Tamanrasset et enfin le maximum 30 degrés à Borj Bedi Mouhtar. La mer aujourd'hui, eh bien, la mer restera plutôt calme sur les côtes ouest, peu agitée sur les côtes centre et est, avec des vents faibles sur les côtes ouest qui varient entre 10 et 25 km/h sur les côtes ouest, centre et est.
Par contre, les vents seront variables sur les côtes centre et est et de secteur est à nord-est sur les côtes ouest. On va faire un petit tour cette fois-ci vers l'Amérique du Nord où on aura quelques flocons de neige, et oui, du côté de Montréal, des pluies à Vancouver, un ciel plutôt dégagé à Dallas, Mexico également, New York, Washington, Miami, un temps nuageux en Californie. Le mercure affichera 0 degrés à Montréal, 3 à New York, 4 à Vancouver, 7 à Washington, 16 degrés à Dallas, 25 Miami également en Californie et enfin 24 degrés à Mexico. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Amel. C'est moi qui Passez vous une remercie. excellente journée. Et une grosse pensée pour tous ceux qui se trouvent au continent américain, oui. tout à fait au nord. Ah, ça commence à baisser le mercure. Ah oui, oui, oui. De Allez, on est déjà à 0 dans certaines contrées. À Montréal, bon courage à tous les Algériens et Algériennes qui s'adaptent pour la première fois. À Montréal, surtout. À Montréal, oui, par exemple. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Je sais que vous adorez la musique et tout de suite, on démarre cette émission avec une belle chanson de Jamal Arous. النوار قالك زين الورد مكمول في نداه وسمعت طير يغني مع طلوع النهار حبك خلاني انا غني معاه حبك نساني في واش راح دوالي الكيا وجراح لاقاني بالفراح ومحك كل احزاني هواك علمني شي علوم خلاني نسمي نجوم يلاقيني بيهم كل يوم وحبب لي المعاني عندي في محبتك ما شقيت كي الحق نسيت على جديد نسيت همي ونسيت بلي عييت ونسيت مر زماني بديت في هواك شعال من قصور بالرملة على شط البحر نسكن فيه ساعة من العمر ونعاود نريبو تاني سألت مرة عالم في مسايل النوار قالك زين الورد مكمول في نداه وسمعت طير يغني مع طلوع النهار حبك خلاني انا غني معاه عرفت لي غلط وصلحت واش درت في محبتك ما ندمش كي كبرت وشفت الشي بواتاني هواك سحرني للفجر نساني كل مر هواك كواني بلا جمر وكي تكوي تداواني هواك خلاني نعيش من جديد رد اياماتي كلهم عيد حبب لي القريب ولا بعيد حبيت حتى عدياني سألت مرة عالم في مسايل النوار قالك زين الورد مكمول في نداه وسمعت طير يغني مع طلوع النهار حبك خلاني انا غني معاه
Voilà, c'était Noir signé Jamal Laroussi et nos invités premiers de l'émission se sont installés. Alors, honneur aux dames d'abord avec Samira Hadjamar. Bonjour. Ça va Samira, ça passe un bon week-end? Très très bien. Excellent. Qu'en est-il de Hassan Arab? Bonjour, ça va bien? Très bien, très bien. Alors, page d'histoire pour Hassan Arab, un voyage à travers le patrimoine, et cette fois-ci ça va être la préhistoire avec Samira. Et puis, on va parler de journalisme et de conscience journalistique, n'est-ce pas, avec notre invité, qui n'est autre que monsieur Mohamed Amin Merdine, organisateur du concours international du journalisme environnemental. Inch'Allah, il est international. Justement, c'est pour l'année prochaine, normalement. Eh ben voilà, j'ai anticipé, sans faire exprès en tout cas. Vous êtes le bienvenu chez nous. On est très content de vous recevoir dans Bonjour d'Algérie. Merci de m'avoir invité justement pour parler de mon événement où Samira avait déjà remporté le premier prix lors de la première édition. Voilà, donc le prix national de lanceur. Voilà. C'était lanceur d'alerte. Exactement. Pour un reportage qu'on a fait. Voilà, à Tamanas. Voilà. Oui, pour Canal Algérie, pour le Bonjour d'Algérie. Voilà, justement. C'est une très belle expérience. Eh bien, félicitations encore une fois, Samira. Et puis, on va parler justement des détails de cet événement très important pour le corps journalistique, très important pour la sensibilisation des journalistes à la chose environnementale. Alors, tout de suite, sans plus tarder, jingle, on retrouve tout de suite la page d'histoire. Alors, Samira, d'accord, pas d'accord? D'accord, même si la préhistoire est avant l'histoire. Honneur à Hassan Arab. On va voir un petit peu de quoi traite le livre que nous présente aujourd'hui Hassan Arab. Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, le dernier livre de Kamel Bouchema, l'actuel ambassadeur d'Algérie en Syrie, un livre intitulé Lutte d'un peuple, émergence d'une nation. Donc Kamel Bouchema, à travers ce livre préfacé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, retrace les quelques moments les plus marquants de notre histoire. Il part de la préhistoire jusqu'à l'indépendance. Donc au 5 juillet 1962, il commence d'ailleurs, j'ai aimé la phrase avec laquelle il a commencé, on était là, c'est-à-dire au niveau de la préhistoire, à travers, donc il a illustré l'existence donc des Algériens, dont ce qu'on appelait à l'époque le Maghreb central, les gravures rupestres Nous sommes le berceau de l'humanité. Du Tassili. Et puis il va consacrer toute la suite à la succession de luttes, donc de Jugurtha jusqu'au Front de libération nationale. Et on retrouve donc, elle a consacré une bonne partie du livre quand même à la lutte de l'Emir Abdelkader, la résistance de l'Emir Abdelkader contre l'envahisseur français, avant d'évoquer les autres résistances telles que la résistance d'El Mokrani, l'Izaacha, Ben Chouhra, et puis il s'est consacré également à tous les militants de la première moitié du XXe siècle qui ont porté également cette lutte et une lutte contre le colonialisme et l'affirmation identitaire, c'est-à-dire tous les Algériens qui se sont élevés pour dénoncer le système colonial, mais aussi pour dire que nous ne sommes pas français, parce que à partir de 1830, la France coloniale voulait inculquer aux Algériens que ce territoire immense était un territoire français, et tous les Algériens vont dire donc l'Algérie n'est pas française, n'a jamais été française, et elle ne sera jamais française. Et voilà donc un slogan qui sera porté par les militants et qui sera porté également par ceux qui vont déclencher la lutte de libération nationale entre 1954 et 1962. Donc pour la période qui va de 1954 à 1962, il a également mis en valeur, mais en relief plutôt, donc un certain nombre de personnalités à partir donc des CIS et puis les femmes qui se sont engagées pour que l'Algérie soit libre et indépendante.
et il termine le livre avec la signature des accords d'Évian, c'est-à-dire c'est véritablement le couronnement d'une lutte et l'affirmation. La proclamation de l'indépendance. La proclamation de l'indépendance et la réaffirmation de cette nation, la nation algérienne. Donc c'est un livre écrit dans... C'est un récit chronologique. C'est un récit chronologique. Qu'est-ce qui a retenu votre attention le plus? C'est un récit... voilà, c'est vrai que c'est un ensemble de haltes qu'il a retracé, mais je pense que ce livre est conçu comme preuve de l'existence de cette nation depuis la nuit des temps. Donc c'est pour un petit peu détruire, c'est un contre-discours au discours, un contre-discours qui l'oppose, non, au discours d'un certain nombre de révisionnistes qui sont dans le déni. Donc c'est une belle leçon d'histoire. C'est une belle réponse. Une belle réponse, effectivement, dans la mesure où c'est vrai que même dans le domaine archéologique, il y a eu ce déni de l'existence du Numidie antique, de tout ce qui a pu faire toute la gloire de cette région du monde. Oui, oui, la dernière, c'est la découverte donc, de Ain Hanish à Sétif. Et il continue à travailler dessus, l'équipe du docteur Sahnoun. Oui, donc aujourd'hui, le berceau de l'humanité, on est le deuxième pratiquement berceau de l'humanité après celui d'Éthiopie. Ou Mazel, parce que tout n'a pas été découvert. Absolument, et pour preuve, Samira, tout à l'heure, nous fera part d'une découverte assez récente. Et c'est après ceci, mesdames, messieurs. Après le jingle. Écume et patrimoine. Voilà. Donc moi le livre je ne l'ai pas vu, mais j'aurais bien aimé voir s'il parlait de Tadrar, de Janet, d'un site qui s'appelle Mankhor, un site qui a une longue, peut-être très très longue histoire qui remonte à 7000 ans. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas, parce que je l'ai déjà dit, tout n'a pas été découvert. Il y a le docteur Najib Farhat, il est directeur de recherche en préhistoire depuis une quarantaine d'années. Il travaille sur le peuplement ancien en Afrique du Nord, du Sahara et du Sahel. Donc le docteur Najib Farhat a fait un travail depuis donc, plusieurs années, et il y a plus de 15 ans, il a fait une très belle découverte, qui est une nécropole bovidienne à Mankhor. Donc, on parle beaucoup de nécropole humaine, mais là c'est animal. Animal, mais pas que, puisque ça raconte une histoire, bien sûr. Ça raconte un mode de vie, des comportements socio-culturels des Algériens de l'époque. C'était des Algériens. Oui, un peu on est en Algérie. Comme leur sépulture nous ont raconté beaucoup d'histoires. Exactement. Donc une nécropole est un cimetière, c'est une cité de morts, mais cette fois-ci, il concerne donc des animaux. Et en l'occurrence, pour ce site, le site de Mankhor, qui se divise en 5 stations. On a retrouvé donc le docteur Najib, mais pas que, il ne travaille pas seul. C'est une équipe exactement de scientifiques. On travaillait sur ce site. Alors, c'est une série de tombes avec un procédé identique de bœuf, donc de rituels, de traditions, d'une composition aussi, puisqu'il s'agit de jeunes bœufs. On va dire que c'est un site unique dans tout le Sahara central, donc de jeunes bœufs qui ont été sacrifiés. Donc un processus, j'ai envie de dire, unique dans toute la région, avec un mode. Alors, c'est de jeunes bœufs. C'est un peu illogique, et il le dit le docteur Najib Farhat, c'est que pour des éleveurs, c'est presque anormal de sacrifier de jeunes bœufs, alors que ça aurait dû être des bœufs, par exemple, malades ou en fin de vie. Ceux-là sont dans la force de l'âge. Ils sont sacrifiés ou donc offert, je ne sais pas, parce qu'il est question de croyance, donc de mythe. On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui si c'est une croyance dirigée vers les bœufs ou une croyance vers une autre divinité. Mais l'objectif de ces hommes, de ces femmes et de ces hommes de la préhistoire était de s'assurer un au-delà.
Voilà. Donc, la nécropole date de 7000 ans, c'est beaucoup, c'est bien. Et elle raconte donc ce que les femmes et les hommes de cette époque, comment ils pratiquaient comme rituel. Exactement. Donc, je voulais donner comment on appelle ça, alors, docteur Nadil... ça, c'est le Tadrat. Hein. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, je voulais donner les espèces de bœuf. Il s'agit, je vais peut-être me tromper, mais c'est comme ça. C'est le Bos taurus, Iberucus et le Bos primigenius. Ce sont les bovidés de cette grands époque. Arrière-grands-parents du bœuf actuel. Donc, on continue à le faire. Hein. C'est des pratiques qui existent encore jusqu'à aujourd'hui. Quand les gens veulent faire une wahda, ou même pour l'Aïd, ils continuent, au lieu de sacrifier le mouton, ils sacrifient le bœuf. Donc ça existe aussi. Alors, le docteur Nadil Farhad a fait la comparaison avec les wahda, les zerdet, ce que font les groupes de Baba Salem, donc qui existent jusqu'à aujourd'hui. Bon, ils ne le font pas à Alger dans la Casbah, mais quand ils passent comme des knawa en fait. Ils utilisent voilà, paganique qu'on a récupéré, c'est-à-dire que la doxa a récupéré, a socialisé. Donc, tout à fait. C'est ça. Oui, alors les jeunes bœufs ils sont d'abord décharnés. C'est un processus qui se fait même sur l'humain à l'époque des dolmens. Donc les dolmens, il y a un site à Alger, mais il y en a plein à l'est du pays. À Soukaras. Exactement. Le plus connu, le plus, on va dire, là où il y a le plus de dolmens, c'est Roknia. Mais sur toute la route de l'est, on peut voir ces dolmens. C'est des sites très importants. Il n'y en a qu'un seul à Alger. Il est à Ain Benyen. Et c'est des tombes aussi. Hein. Et donc, le processus, c'était de décharner le mort. En l'occurrence, pour les dolmens, c'est les humains. Pour la nécropole de Mankhor, c'est des bœufs. Donc, et on les mettait dans des sacs de jute. Et on les mettait les uns à côté des autres. C'est un processus. Hein. Il faudrait un jour, qu'un jour, ils vont découvrir. Ils vont peut-être pouvoir donner une explication. On a retrouvé de la poterie, on a retrouvé des tessons de poterie alors il y a 5 stations, dont certaines stations, donc tombes, et un processus aussi où on met les os les uns sur les autres, ensuite le crâne dessus. Ça représente peut-être quelque chose, on le saura plus tard. Voilà, l'idée c'est quoi pour l'instant? C'est alors, cette nécropole se trouve sur une voie touristique. Il y a une route, il est en surface, il n'est pas dans une grotte ou protégé du climat, il est en plein air et il est sur la voie touristique. Donc les voitures passent par là-bas. Et l'idée, ce serait que ce site, qui est très touristique et scientifique surtout, il fait partie d'un parc protégé, mais peut-être pas assez. Peut-être pas assez. Alors oui, il faudrait le protéger un peu plus que ça, parce qu'il y a des choses encore à découvrir. Il suffit parfois d'un coup de vent, d'une petite tempête de sable, pour que des choses apparaissent à la surface. Et il y a énormément de touristes en ce moment dans tout le Sahara, et même à Alger d'ailleurs. Et ce serait dommage que ça soit d'abord détérioré et ensuite perdu. Voilà. Merci beaucoup. Donc l'appel de M. Farhat, ce chercheur émérite, exactement, parviendra pour le patrimoine algérien, pour voilà. Voilà qui est fait. C'est à Djanet. Donc si vous allez à Djanet, vous allez peut-être sur la route voir le site de la nécropole de Mankhor. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Tu es d'accord parce que tu regardes Non, moi, c'est son regard. D'accord. Il a un regard plein de mystère, mais non, il est zen, Hassan Arabe. En tout cas, merci beaucoup. On referme la page écume et patrimoine. On va parler de journalisme. Ça pourrait faire l'objet d'un reportage qui pourrait être retenu dans l'une des thématiques du concours, dites-moi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, si on parle enfin l'environnement, c'est la biodiversité, c'est l'écologie, c'est le patrimoine aussi, donc préserver tout ça. L'environnement, c'est l'avenir. On a parlé de préhistoire, histoire. Maintenant, si on parle de l'environnement, c'est justement pour assurer notre avenir. Le monde, il ne fait que... le monde, il se défend si on ne prend pas soin de lui. Absolument. Voilà, donc c'est ça l'environnement. Dans le cas du patrimoine, c'est une transmission et c'est des chaînons qui doivent s'enchaîner.
à fait. Si je peux rajouter une chose, donc c'est des sites culturels, ils sont sur la voie touristique. Les gens, quand ils vont bivouaquer dans le Tassili des Nadjer ou le Lahagar, il faudrait mettre un sachet sur la voiture et quand ils ont des déchets, les mettre dans ce sachet. Quand ils rentrent dans la ville, ils s'en débarrassent parce qu'il n'y a les Tassili des Nadjer comme la Hagar sont des territoires énormes. Donc, on ne peut pas avoir des boueurs là-bas. Donc, il faut être son propre éboueur et ramasser. On croit que ça va disparaître avec le soleil et le sable. Non, ça ne disparaît pas. Les guides nous enseignent des valeurs vraiment transmises par les Touaregs depuis des décennies, des siècles, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que dans les déchets qu'on laisse, il y a certaines choses qu'ils offrent à quelques animaux, mais ils savent faire la distinction. Par exemple, une épluchure d'orange, c'est biodégradable. C'est biodégradable, donc les Touaregs savent qu'ils peuvent la mettre sous une pierre et ça va nourrir quelques bêtes pendant la nuit, etc. En revanche, tout ce qui est plastique, par contre, le plastique, il faut vraiment faire 400 veiller. 400 ans, c'est-à-dire pour que vous imaginez, donc le plastique, les mégots de cigarettes, tout ça, il faut faire attention parce que ça détériore aussi l'image de ce désert qui est majestueux et tellement beau. Alors revenons justement à ce concours national. Merci Samira, c'était une très bonne remarque. Alors revenons à ce concours national justement du journalisme environnemental cette année. Donc vous évoluez crescendo dans cette organisation puisque vous rajoutez une catégorie parmi celles qui étaient retenues. Oui, la photographie. Donc, cette année, c'est la photo. Vu l'impact important, c'est-à-dire qu'on peut trouver à travers une photo, parce qu'une photo peut dire, c'est-à-dire elle peut s'exprimer, c'est-à-dire et sensibiliser les gens. Par exemple, voilà, si on parle de... Ça vaut mille mots. Exactement, c'est-à-dire il y a des photos de temps en temps qui se passent de commentaires. Elle parle exactement, le désert, par exemple, quand on voit des déchets, c'est-à-dire qui sont jetés un peu partout, une photo, ça peut sensibiliser les gens. Regardez, c'est-à-dire c'est ce qu'il ne faut pas faire justement. Donc la photo, c'était c'est-à-dire c'était enfin bon, en fait, il y avait la photo, la première édition. Ensuite, on a sauté première, deuxième édition. Plusieurs photographes qui travaillent dans des médias, que ce soit dans la presse écrite, électronique, enfin, ils ont revendiqué en quelque sorte pourquoi la photo, voilà, pourquoi la photo, elle avait justement sauté. Donc, on a rajouté la photo cette année. Donc, les catégories, c'est-à-dire qui sont concernées par le concours, c'est la presse électronique. Du moment que l'organisateur, c'est un journal électronique, donc c'est le site électronique Tariq News qui organise le concours national du journalisme environnemental. Donc, on a la presse écrite, la télévision, la radio et maintenant, c'est-à-dire cette année, la photo. Donc on a 5 catégories. Les journalistes, c'est-à-dire les gens ont fait appel aux journalistes pour participer massivement au concours. Vu l'importance du journalisme environnemental aujourd'hui, l'environnement, c'est-à-dire il prend, c'est-à-dire une grande place dans le journalisme. Tout le monde remarque, c'est-à-dire ces dernières années, par exemple, les températures trop élevées, c'est par rapport justement au réchauffement climatique, donc c'est en rapport directement avec l'environnement. Les catastrophes naturelles, les cyclones, l'eau de mer, c'est-à-dire la sécheresse, exactement. Donc tout ça, c'est-à-dire c'est en rapport avec le nom, en fait, c'est-à-dire c'est en rapport avec l'environnement et avec l'écologie. Donc on fait appel aux journalistes pour participer massivement à ce concours. Voilà, donc... ils sont... voilà, c'est-à-dire l'objectif qui se cache derrière justement une telle organisation qui, d'ailleurs, est encore ouverte aux journalistes. Hein, aux journalistes jusqu'au 15 décembre. Enfin, la remise des prix, elle sera faite normalement le 25 décembre si tout va fonctionner dans les règles de l'art. Voilà, donc, moi, j'ai une petite question. Oui. Est-ce qu'il faut être photographe pour participer donc, dans la rubrique photographe, je veux dire, attitré, pour participer au concours ou tout le monde peut participer? Non, pas tout le monde. C'est-à-dire il faut que la photo, elle soit diffusée sur un média. Voilà, donc avec autant un article, que les articles de presse ou l'audiovisuel. Sur la page Facebook d'un média ou sur le Twitter d'un média. C'est-à-dire il faut que ça soit diffusé. C'est-à-dire il faut que... Voilà, parce que... Tu ne peux pas participer.
Je suis pas un bon photographe. Hein. Tu peux pas participer. Entre le regard, pas participer. Bon, il y a une guerre intestine. Pas comme du ça tout, qu'on pas coupe. du tout. En tout cas, bon vent pour tous les journalistes désirant prendre part à ce concours qui est d'ores et déjà lancé et pour sa 4e édition. Donc, il promet de belles récompenses aux journalistes qui seraient sensibles à la cause environnementale. C'est bien beaucoup. ça. Merci On vous beaucoup. remercie beaucoup, Monsieur Mohamed Amin Merdine. Je rappelle que vous êtes l'organisateur de ce concours national de journalisme environnemental. Et puis, bon, bien sûr, voilà, l'appel a été lancé. Le rappel également à la participation je a pourrais été juste lancé. rajouter, c'est-à-dire Oui. envoyer les articles sur l'adresse email cnge2023 Oui. @gmail.com avant le 15 décembre. Très Voilà. bien. Sinon, vous avez une page On répète parce que vous avez un débit rapide. Répétez une dernière fois. CNJE 2023. CNJE. Le concours, Très un bien. seul J. Un seul J. Voilà, Ah, CNJE, voilà. 2023 @gmail.com. Merci Sinon, ils ont infiniment. une page Facebook. Voilà. Voilà. C'est vrai, Donc, ça verra. C'est NGE. Ça y est, Voilà. non, Je les ai suivis la première Elle année est après. fidèle, elle est fidèle. Et j'espère que vous y serez encore, Samira. Bonne chance et bon vent, j'ai envie de dire. Et bonne continuation. Dans un instant, nous allons parler de sensibilisation, mais différemment dans le volet santé, notamment à travers la présence parmi nous de l'invité de la rédaction qui sera interviewé ce matin par Yazid Ait Mahidine. Il s'agit de Madame Samia Hamidi, donc, qui est représentante du ministère de la Santé pour parler de la lutte contre le sida. Dans notre quotidien, certains virus, certaines pandémies ont quelque peu éclipsé des luttes qui sont très importantes dans l'histoire de l'humanité. Mais bien sûr, fort heureusement, il y a des journées pour le rappeler, à l'instar de la journée mondiale de lutte contre le sida dont on va parler tout de suite avec l'invité de la matinale. C'est après ceci. Et c'est avec Yazid Ait Mahidine. Bonjour Yazid. Bonjour Radia, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la lutte contre le sida et nous recevons aujourd'hui Madame Samia Hamidi, directrice de la prévention au niveau du ministère de la Santé. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la lutte contre le sida. Les chiffres témoignent d'un état alarmant de la propagation de la maladie. 1 600 000 personnes sont décédées l'année dernière et 360 000 ont contracté la maladie cette année. L'OMS donc table sur la prévention et la prise en charge de la maladie. Quelle évaluation faites-vous de ce que l'OMS est en train de faire aujourd'hui? Merci pour l'invitation et c'est une opportunité de parler de cette pandémie
que malheureusement on n'arrive pas à l'éliminer. L'objectif de développement durable et tous les engagements des États membres vers l'élimination d'ici 2030, est-ce qu'on va être au rendez-vous? Éliminer le VIH en tant que problème, en tant que menace de santé publique. C'est vrai que l'ONU-SIDA, qui est depuis, c'est notre partenaire qui apporte beaucoup dans l'accompagnement des pays, des populations, pour réduire ce taux, pour réduire le nombre de cas, a connu un petit recul durant la pandémie Covid. Ça a été, comme vous le savez, que tous les États ont été, les systèmes de santé et même les populations ont été infectés. Et donc, il y a eu, je pense qu'il y a eu cette pandémie a fait reculer un petit peu les avancées vers l'élimination. Mais on continue, c'est vrai que quand on regarde, il y a une diminution, mais pas comme on voulait. Pas en vue de tous les engagements, les investissements réalisés, ce n'est pas, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. En Algérie, le plan stratégique de lutte contre le sida et STVIH 2020-2024 a tablé sur la prévention et sur une véritable prise en charge de la maladie et l'accès aux soins pour les malades. Est-ce que vous pouvez faire le topo sur ce que le ministère de la Santé a réalisé par rapport à cet aspect? Je tiens à rappeler que le plan national stratégique, il a été élaboré, certes, c'est sur le lead du ministère de la Santé, mais il y a 13 départements ministériels qui sont dans ce plan, qui ont élaboré ce plan. C'est un plan national. C'est le 8e de son genre. Donc, nous avons fait le 2020-2024, qui tire à sa fin, mais on a fait une extension 2024-2028 qui reprend pratiquement les mêmes axes stratégiques. La priorité, bien sûr, va à la prévention de proximité pour pouvoir réduire le nombre de cas, pour pouvoir réduire pour l'élimination de la transmission verticale de la mère à l'enfant, mais on ne parle pas seulement du VIH, mais c'est l'élimination c'est la triple élimination. C'est l'élimination du VIH, de l'hépatite, du virus de l'hépatite B, parce qu'il est considéré comme maladie sexuellement transmissible, et de la syphilis. Mais aussi de la prise en charge, une meilleure prise en charge, une prise en charge à temps pour éviter, parce que notre objectif aussi, c'est d'éliminer ces 0 décès liés au VIH, mais la prise en charge correcte de tous les cas, parce que quand la personne, elle est bien prise en charge, donc elle n'est plus contaminante. Donc, on réduit aussi la contamination et le dépistage. Comme vous le savez, aussi, le ministère de la Santé a mis en place la stratégie nationale d'accélération de dépistage en vue d'élimination du VIH. Et bien sûr, parce que toute personne qui connaît son statut, c'est soit elle reçoit des conseils pour maintenir, pour un bon comportement, pour éviter d'être contaminée, pour se protéger, mais si elle est séropositive, elle va être orientée pour une prise en charge. Et bien sûr, nous parlons d'une meilleure gestion aussi du programme. Et puis il y a aussi, face à la riposte, il y a aussi ces pesanteurs, ces incompréhensions, ces problèmes qui résistent. Il y a une résistance en fait depuis que nous nous rappelons tous il faut appeler un chat, oui. Depuis professeur Bouguelmouh. Et aujourd'hui, comment faire atténuer, comment faire adhérer en fait les personnes à ce langage terre à terre pour qu'ils comprennent en fait que la pandémie est un danger en fait. Merci de me donner l'occasion de rendre hommage au professeur Bouguelmouh qui nous a quittés cette année, comme tout le professeur Belkaïd, qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup apporté par rapport au VIH. Maintenant, je pense que ce n'est pas, les gens connaissent le sida, mais seulement la stigmatisation et la discrimination perdurent. Et c'est ça qui entrave toute la riposte au VIH. Je dirais, c'est vrai que les jeunes, peut-être, qu'il y a des personnes qui se disent, c'est devenu, on a tendance à banaliser.
C'est-à-dire on oublie qu'il y a le sida, et quand on se rappelle qu'il y a le sida, on ne prend pas les précautions parce qu'on se dit il y a le médicament. Et c'est là où le tort. Et donc c'est pour ça qu'il faut, je pense, travailler davantage pour sensibiliser et pour lutter contre la discrimination et la sensibilité et la stigmatisation. Oui, stigmatisation. Maintenant, parce que stigmatiser quelqu'un, il ne va pas se faire dépister. Le discriminer, il ne va pas prendre son traitement. Donc c'est là où on doit travailler, aussi bien sensibiliser le personnel de santé que la population générale, que au milieu du travail, qu'au niveau des écoles. Donc tout ça, maintenant le sida, il faut la faire connaître, c'est l'occasion durant le mois de décembre de parler, de faire connaître le sida. Le sida aujourd'hui, c'est une maladie chronique, certes, elle peut être mortelle si on ne la prend pas en charge rapidement, dépister et se faire traiter, mais c'est aussi un comportement pour éviter d'être contaminé. Je pense que c'est tout ça qu'on doit travailler davantage, rappeler, et je vous remercie pour l'émission, parce que vous nous accompagnez dans faire passer le message à travers pour la population générale, et je rends hommage aussi à la société civile qui joue un rôle très important, parce que quand on regarde le sida aujourd'hui en Algérie, elle est à faible prévalence, donc peu active dans la population générale, mais seulement on a un taux un peu plus élevé chez une population qui est vulnérable au risque, c'est les populations clés, qu'il faut le dire aussi, il y a les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, les femmes, les professionnels de sexe et aussi les utilisateurs de drogues injectables que maintenant, malheureusement, on voit il y a une augmentation du nombre de ces cas. Ces populations qui sont le plus à risque et qui sont difficiles d'accès parce qu'ils ont peur de la discrimination, de la stigmatisation, il y a les membres de la société civile jouent un rôle très très important parce qu'il mène des activités de proximité auprès de ces populations. Madame Samia Ahmadi, directrice de la prévention au niveau du ministère de la Santé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup Yazid Mahiedine, merci à Madame Ahmadi pour son intervention. On continue de parler de lutte contre le sida, mais à travers ce reportage qui est signé Hamid Reboua. La maladie due au VIH reste à nos jours un problème de santé publique, voire une pandémie mondiale. Le VIH est un virus qui atteint le système immunitaire, c'est-à-dire les défenses naturelles de l'organisme. Le sida est le dernier stade de l'infection par le VIH. Le premier cas de sida est apparu en Algérie dans les années 85. Depuis cette date à aujourd'hui, les statistiques parlent actuellement de plus de 20 000 cas recensés, dépistés, connus. Dès le début de l'épidémie de l'infection VIH-Sida, l'Algérie s'est investie dans la riposte de façon volontariste et déterminée, à travers un engagement politique traduit par un financement conséquent, garantissant à titre gratuit et universel les prestations médicales. En Algérie, le ministère de la Santé a choisi le thème « Agissons ensemble pour l'accès universel ». Quand on dit l'accès universel, on parle de l'accès aux soins, l'accès aux traitements, aux droits des malades, et le bien-être d'une manière générale. Le VIH se transmet selon 3 modes, sexuel, sanguin et de mère infectée à son enfant. Il n'existe pas de signe spécifique à l'infection VIH, mais certaines peuvent l'évoquer, telles que la fièvre inexpliquée et prolongée, l'amaigrissement et une diarrhée chronique. Donc, comme vous le savez, le sida se transmet par 3 voies essentielles, connues et reconnues mondialement. La première, c'est toutes les relations sexuelles non protégées. La deuxième voie, c'est le sang, à travers le sang. Et la troisième mode de transmission, c'est les aspects liés au liquide biologique. Liquide biologique et également le lait matériel.
Le rôle des associations a progressivement évolué vers une offre de services de plus en plus globale, comprenant le dépistage, la prévention et le suivi. Pour ce travail, les associations s'appuient sur un réseau de bénévoles, en général des universitaires, des professionnels de la santé et des fonctionnaires. De faire durant les campagnes de sensibilisation organisées par Solidarité AIDS. Okay. Lors des campagnes, nous avons des bénévoles de différentes spécialités, de différents âges qui sont recrutés pour assurer la sensibilisation. Lorsqu'une personne apprend sa séropositivité, tout s'écroule autour d'elle. C'est à ce moment qu'interviennent plusieurs acteurs pour l'aider à surmonter cette nouvelle. Ces acteurs peuvent être médecins, psychologues, entourage proche et associations communautaires. Lors la découverte d'une séropositivité d'une personne, la personne, elle est très vulnérable, d'où la nécessité d'avoir cet accompagnement, notamment psychologique, et pour assurer également l'orientation vers les centres de dépistage et continuer les tests nécessaires pour éventuellement commencer le traitement. Les jeunes sont des acteurs du changement. Il devient crucial de leur fournir des informations stratégiques pour qu'ils puissent agir et provoquer la révolution de la prévention. Parce que l'épidémie VIH-Sida continue à faire des victimes et que le seul remède reste la prévention. Et justement, souvent, la prévention passe par une hygiène de vie qui nous amène à comprendre un petit peu certains phénomènes liés notamment à la cuisson des aliments. Et c'est ce dont on parlera aujourd'hui avec notre nutrithérapeute Tania Srir. On parlera de la cuisson pour une nutrition saine et puis les erreurs à éviter dans ce volet particulier après ceci. Bonjour Ania. Bonjour Adia. Ça va? Ça va et vous? Alhamdulillah, et vous? La nutrithérapie, ça fait du bien à tous et bien sûr, certaines recommandations des nutrithérapeutes sont à prendre en considération. Moi, j'ai envie de parler justement de ces modes de cuisson avec vous ce matin et puis de savoir d'abord quel impact a un mode de cuisson sur les aliments d'abord, avant de parler de la santé. Très bien. Déjà, il faut savoir que la cuisson a un grand impact sur la qualité des aliments. Il ne suffit pas d'écarter tout ce qui est nocif comme produit et de favoriser des bons aliments si par la suite nous allons les cuire de la mauvaise façon. Il ne s'agit pas non plus d'enlever tout ce qui est friture pour toujours ou d'abolir tous les modes de cuisson nocifs, mais plutôt de les réduire et de favoriser ce qui va préserver les nutriments et les vitamines plus pour une meilleure santé. Car dans notre façon de cuire les aliments, nous utilisons souvent des matières grasses qui ne sont pas adaptées à tel ou tel type de cuisson. Par exemple, l'huile de tournesol, qui est très souvent utilisée pour les fritures, est une huile qui a un bas point de fumée. C'est-à-dire que à peine elle commence à chauffer, elle devient toxique, alors qu'on l'utilise pour frire des aliments et donc on utilise une très haute température pour cette huile-là qui n'est absolument pas adaptée pour ça. Donc il s'agit déjà de réduire l'utilisation des huiles végétales et d'essayer pas pour la friture mais pour la cuisson de façon générale, de favoriser plus des graisses d'origine animale comme du beurre clarifié ou des huiles qui ont un point de fumée qui est plus haut que celui de l'huile de tournesol par exemple. Par exemple, on peut avoir un exemple d'huile de substitution? Par exemple, l'huile de coco et l'huile d'olive ont une meilleure réaction à la cuisson. Par contre, ça reste quand même beaucoup moins sain que le beurre ou les graisses d'origine animale. Voilà. Donc déjà, il faut choisir les bonnes matières grasses car
ça a un impact sur la qualité des aliments. Il y a aussi des façons, des types de cuisson. Par exemple, quand on utilise des barbecues horizontaux, les graisses, les petites gouttelettes de viande qui vont tomber sur le feu vont se transformer en une matière qui est assez toxique. C'est un type d'hydrocarbures, les HAP, et qui sont nocifs pour la santé. Ça va se transformer en vapeur qui va se redéposer sur les aliments, sur la viande ou les aliments qu'on va cuire, et ça a un effet cancérigène, ça a un effet dégradant sur les cellules, et c'est pas ce qu'on veut. Il y a des alternatives, nous allons voir ça par la suite. Il y a aussi les matériaux qu'on utilise, les matériaux, les ustensiles de cuisine que l'on utilise, les marmites, les revêtements anti-adhésifs que l'on utilise, comme le téflon, qui ont un effet aussi nocif, et nous verrons par la suite les alternatives. Le mot nocif est revenu très souvent dans votre première intervention. Donc on va parler justement des alternatives à cette nocivité. Par exemple, quand vous avez maintenant des barbecues qui sont verticaux. Là, vous allez avoir les petites gouttelettes de graisse qui vont tomber des viandes, qui vont être recueillies dans un bac, au lieu de retomber sur les flammes. Et ça va nous éviter d'avoir ces vapeurs toxiques qui vont se redéposer sur les viandes et sur les aliments. Donc, à privilégier par rapport au barbecue classique horizontal. On va utiliser aussi d'autres ustensiles de cuisine. On va privilégier l'inox au téflon, le téflon, tout ce qui est revêtement anti-adhésif, car quand il chauffe, il va y avoir aussi des éléments toxiques qui vont se retrouver sur les aliments. Et donc, on peut privilégier tout ce qui est inox, tout ce qui est fonte, par exemple, car elle chauffe beaucoup plus lentement et elle maintient mieux la chaleur. Et donc, ça va permettre une cuisson plus douce et une cuisson qui va pouvoir nous aider à maintenir, à préserver les nutriments, surtout tout ce qui est vitamines liposolubles. Car les vitamines hydrosolubles, ça se détruit très facilement à la chaleur, mais les vitamines liposolubles peuvent résister un petit peu si on utilise une cuisson plus lente et si... L'étagine en terre aussi pourrait aider les tagines en terre peuvent être intéressants. Ça demande un petit peu plus d'entretien aussi, car il y a les tagines qui ont un revêtement qui peut être toxique. Ça dépend de leur fabrication. Donc ça dépend de comment ces artisans-là les ont fabriqués. Est-ce qu'ils contiennent du plomb ou pas? Parce qu'il y a des matériaux qui sont utilisés pour le revêtement qu'on met à l'intérieur. S'il n'y a pas de revêtement, s'ils sont bruts, là, il va falloir les nettoyer très régulièrement et très bien les sécher, car ils sont très poreux. Ils absorbent les aliments quand on cuit notre repas, et il peut y avoir une prolifération bactérienne, c'est-à-dire que ça demande vraiment un certain entretien qui est plus... voilà. Donc la meilleure des cuissons, c'est laquelle qu'il faut privilégier finalement? La meilleure des cuissons, même si c'est déjà bien connu, c'est la cuisson vapeur. La cuisson vapeur, car ça va nous permettre de préserver les nutriments, les vitamines. Une cuisson vapeur lente et à température basse de préférence, ça va nous permettre vraiment de garder toutes les vitamines, du moins liposolubles, et les nutriments intacts. Ça n'empêche pas le goût, on peut toujours les assaisonner, faire préparer des marinades, car les marinades déjà ça va préserver les viandes, ça va préserver de la cuisson. On peut ajouter aussi, il y a des astuces qu'on peut ajouter pour aussi rendre la cuisson plus saine. Par exemple, pour le poisson, il y a beaucoup de poissons, de types de poissons qui sont pleins de plomb. On ne le sait pas, mais il y a beaucoup qui sont... Voilà, il y a une certaine teneur en plomb dedans, et on peut utiliser des chélateurs de plomb comme le persil, par exemple. Le persil, ça va nous aider. On peut l'ajouter à la cuisson. C'est pas seulement un antioxydant. Exactement. Même pour le curcuma qui a un effet anti-inflammatoire, on peut rajouter des épices qui vont rendre cet aliment plus sain. Et la vapeur, justement, va nous aider à enlever ces toxines-là et à rendre cet aliment plus sain. Il y a aussi la cuisson douce, comme on vient de le préciser. Et tout ce qui est viande, éviter que ce soit trop cuit, éviter que ce soit grillé, essayer de cuire plus lentement, éviter vraiment tous ces petits morceaux qui sont un peu trop brûlés, car on sait que ça a un effet cancérigène
et nocif pour la santé. Vous avez cité le plomb, mais y a-t-il d'autres matériaux nocifs, tout aussi nocifs que le plomb? Il y a l'aluminium. L'aluminium, une erreur qui est fréquemment utilisée en cuisine, c'est de mettre des aliments trop chauds dans de l'aluminium, voire de cuire les aliments dans de l'aluminium. L'aluminium, ça va être éliminé par les reins, mais ça va être éliminé à toute petite quantité. Donc s'il y en a beaucoup, il y a un transfert qui se fait lorsque vous mettez du poulet qui est très chaud ou vous cuisez votre poisson dans de l'aluminium, c'est une erreur qui se fait fréquemment, il y a un transfert d'aluminium sur cet aliment-là. Et l'aluminium, est difficilement éliminé par les reins. Le reste, le surplus, va être stocké, va rester dans le corps. Et il y a ce qu'on appelle un portage chronique d'aluminium, qui peut avoir un effet nocif sur l'os, qui peut avoir un effet neurotoxique et qui peut aussi fatiguer les reins. Pour ça, donc, on doit éviter ce type de cuisson, ce type d'erreur qui est utilisée. On peut mettre du cellophane, mettre quelque chose, un papier cuisson pour éviter que l'aluminium se dépose sur ces aliments-là. On termine avec quelques alternatives quand même. On ne va pas laisser les téléspectateurs comme ça en attente. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire si on élimine tout ça? Allez. Si on élimine en tout quelques ça, mots. Tout simplement, il faut juste diminuer. On ne peut pas éliminer complètement tel ou tel type de cuisson. On va essayer de diversifier les modes de cuisson. On va essayer d'aller plus vers la cuisson vapeur. On va essayer de remplacer toutes les matières grasses, végétales, en cuisson, je dis bien en cuisson, peut-être pas en friture, en cuisson par des matières d'origine animale, comme du beurre clarifié, comme je vous l'ai dit déjà précédemment. On va essayer d'investir si on fait du barbecue régulièrement, on va essayer d'investir dans un barbecue vertical et non pas un barbecue horizontal pour éviter tous ces HAP, tous ces hydrocarbures qui vont se redéposer sur la viande et qui vont finir dans notre assiette. Et on va essayer d'utiliser le maximum d'aliments frais à côté de tout ce qui est déjà cuit. C'est-à-dire que ça va nous permettre, encore une fois, d'alcaliniser le corps, car tous ces aliments qui sont cuits vont avoir un effet acidifiant, sur tout ce qui est frit, va avoir un effet acidifiant sur le pH du corps. Et donc, on va toujours essayer d'accompagner tout ça, toutes les viandes, tout ce qui est cuit, on va essayer de l'accompagner par des légumes frais, par des légumes crus de préférence, des salades et des marinades qui vont apporter des nutriments, vont apporter des vitamines, comme la vitamine C par exemple, qui, elles, sont détruites à la cuisson. Merci infiniment Anne Yasril pour tout cet éclairage concernant les modes de cuisson ce matin. Merci infiniment. Sans plus tarder et sans transition aucune, mesdames, messieurs, je vous invite cette fois-ci à découvrir donc, un autre visage grâce à Fela Benour qui interviendra juste après ceci. Bonjour Fela. Bonjour Nadia. Ça va? Un bon week-end j'espère? Très bon week-end. J'ai rencontré les artisans ce week-end. Excellent, excellent. Des pépites. Oh, génial. Ben, on s'attend certainement à de belles découvertes la semaine prochaine. En tout cas, pour aujourd'hui, vous allez nous parler de start-up. De start-up, d'entrepreneuriat. Et donc, d'abord, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ce matin. Donc, l'invité de Djalia Point DZ aujourd'hui fait partie des DZ qui sont nés à l'étranger et qui se sont très tôt tournés vers leur pays d'origine, le pays de leurs parents, l'Algérie. Bonjour Farid Arab. Bonjour, enchanté, merci de me recevoir. J'ai bien présenté. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Quand je regarde de près votre parcours, il y a une phrase qui m'interpelle du président Kennedy. Ne vous demandez jamais ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Vous vous êtes inspiré de cette phrase? Disons que je pense que quand on est algérien et né à l'étranger, on a un lien indéfectible sur le pays parce qu'on a ce manque du pays. En plus, moi, j'ai découvert l'Algérie en deux parties. Celle de l'Algérie de mes parents, où j'y suis né. Enfin, je suis né à l'étranger, donc je suis parti en Algérie à Rouen et je partais pour les vacances.
Et puis c'est à partir de 2010-2011 que j'ai découvert l'Algérie, mais de Farid, pas de mes parents. C'est parce que je suis parti sur place et j'ai rencontré l'entrepreneuriat, les entreprises. De naissance, quoi. Oui, c'est ça, exactement. C'est de naissance parce que je ne savais. Quand on est à l'étranger, on a l'Algérie et on a l'histoire de l'Algérie de nos parents. Pas celle qui est présente aujourd'hui. C'est-à-dire on a les souvenirs de vacances, on a ce qu'on a pu faire, on a la famille, mais l'écosystème, l'Algérie en elle-même, on la découvre nous-mêmes quand on grandit et qu'on devient adulte, en rencontrant les gens, l'histoire. Parce que même nous, quand on en est par exemple en France, l'histoire de l'Algérie, on la vit à travers nos parents ou les livres scolaires. Mais quand on arrive sur place, c'est encore autre chose. Je disais que vous vous êtes tourné vers l'Algérie très tôt, en 2011. Oui. En 2011, vous avez déjà commencé à mener quelques projets, venir avec 0 dinar, oui, c'est ça. faire des événements, accompagner des jeunes. C'était un challenge pour vous. Ce qui s'était passé, c'est que en France, j'organisais des très gros événements dans le domaine du référencement. Et puis un jour, il y a un Algérien qui m'a dit: écoute Farid, je te suis depuis l'Algérie. À quand tu viendras en Algérie faire ce que tu fais à l'étranger? Et puis je me suis dit, c'est vrai, on a une responsabilité aussi de le faire. Et donc je pars comme ça, mais vraiment, je prends un billet d'avion. Je me dis, allez, c'est l'Algérie. C'était volontaire. Oui, c'est l'Algérie de mes parents. J'ai une responsabilité maintenant. Je fais des choses, je vais y aller. Et donc c'est fou parce que quand on arrive en Algérie, on connaît la ville de notre naissance, enfin la ville de naissance de notre part. Mais moi, Alger, c'est la capitale. Moi, je suis de Bourg-Bourg-Laïch, dans une petite ville de Kabylie où il y a très peu d'habitants. Et donc, j'arrive à la grande capitale d'Alger. Je connais personne, donc je dois m'acclimater, rencontrer des gens. Et puis, donc, je mets sur Internet, à l'époque, c'était sur Facebook, je dis, écoutez, je vais organiser un événement sur Alger. Venez. Mais c'était vraiment juste comme ça. Et je vais sur Alger et je trouve une trentaine... C'était du bénévolat, quoi. Ah oui, mais ça a toujours été du bénévolat. Je n'ai jamais gagné un euro en Algérie. Il n'y a que maintenant que je me décide à créer une entreprise. Mais j'ai toujours fait ça de manière gratuite. C'était Founder Family, c'est ça? C'est ça. En 2010, quand je suis arrivé, ce qui m'a choqué, c'est que le premier événement que j'avais fait, qui était complètement informel, j'avais envoyé ça juste à 2 amis, 30 personnes sont venues, mais de Ouargla, d'Oran, et je me dis, c'est fou la mobilité, comment elle est simple en Algérie. Incroyable. Et ils m'ont dit, écoute Farid, faisons quelque chose ensemble, et on a pris 1 an. Pendant 1 an, on a travaillé, et j'étais le seul Algérien à l'étranger quand ils faisaient des réunions par Skype, où c'était les premiers, ce qu'on appelait à l'époque, les premiers barcamps, et j'étais en ligne, et je représentais un peu la diaspora tech, à l'époque, en 2010, en disant, non mais nous aussi, à l'extérieur, on veut aider. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à faire la semaine du web le 18 avril 2011. Et on a eu 6000 participants à Sidi Abdallah au Cyberpark. Vous avez en tout organisé 38 événements à travers 22 wilayas. Exactement. À chaque fois, 1 millier de participants et 58... hackathons. Hackathon, je ne savais pas ce que c'était, mais je me suis documentée. C'est des développeurs, c'est des développeurs, des groupes de développeurs. Ouais. Ce qui était intéressant, c'est que le premier événement, quand je l'ai fait à Alger, j'avais pris 1 an de mon temps personnel. Donc je me suis dit, ça y est, j'ai donné ce que je voulais à mon pays et tout. Puis il y a un jeune qui vient me voir, et pour dire à quel point je ne connaissais pas l'Algérie, il me dit, écoute, moi j'habite à Tlemcen, je ne savais même pas ce que c'était Tlemcen sur une carte de l'Algérie. Il me dit, viens organiser à Tlemcen. Je lui dis, mais je viens de prendre 1 an de mon temps à organiser l'Algérie. Il me dit, mais on en a besoin aussi en région, parce que tu sais, Farid, tout se passe à la capitale en Algérie. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à Tlemcen, et quand j'ai fait, c'est 3 mois après, j'ai fait Tlemcen, et je reçois un mail de quelqu'un qui habite à Constantine qui me dit, mais tu as fait Alger, tu as fait Tlemcen, fais Constantine. Et après, au fur et à mesure, ce sont les étudiants qui m'ont contacté. Et c'était les clubs scientifiques pour me dire, mais viens dans notre ville aussi. Et on a fait Ouargla, Djelfa, Bourg, on a fait 3 éditions à Oran. Un nomade de l'entrepreneuriat. Ah oui, complètement. Un nomade de l'entrepreneuriat. Avec énormément de jeunes qui nous ont accompagnés et de bénévoles. Donc vous êtes dans la structuration, l'expansion, dans l'innovation aussi, c'est ça? Oui. C'est que nous, ce que je voulais, c'était travailler avec l'écosystème en disant, il y a des gens aujourd'hui qui sont de la diaspora, qui sont partis, il y en a qui sont nés en France ou même à l'étranger. Comment on peut travailler ensemble? Et il y a énormément de gens en Algérie qui ont plein de projets, mais qui leur manquait
certaines expertises à l'étranger d'un savoir-faire. Et moi, mon but était, pendant ces événements, d'aller chercher ceux qui avaient conçu ces savoir-faire. Les accompagner financièrement aussi. Oui, bien sûr, donc, pour les business angels et ainsi de suite. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant 10 ans, ce qu'on a fait quasiment, c'est de ramener des conférenciers étrangers dans certaines technologies pour aider localement à avoir un lien direct. Parce que ça leur permettait de pouvoir démarrer des projets. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a aussi créé des clubs scientifiques, on a aidé les clubs scientifiques à se créer et on les a formés à organiser leurs propres événements. Quand je suis venu en Algérie en 2010-2011, il y avait un incubateur. Aujourd'hui, on a plus de 120 incubateurs sur tout le territoire. Plus les incubateurs au niveau des universités. Oui, alors plus les universités, on a même 99 clubs scientifiques. Donc l'écosystème, quand je suis arrivé, je me rappelle encore, un jour j'avais rendez-vous avec le ministre de l'époque en 2010, qui me disait « Mais pourquoi vous voulez faire un événement tech? On est un pays de pétrole ». Et je lui dis, vous savez, il y a une vraie communauté de jeunes qui sont vraiment aujourd'hui des très bons techniciens. Et la preuve est là aujourd'hui. Et la preuve est là aujourd'hui. Ça a explosé, bien sûr. Et souvent, c'est qu'on est aussi un pays de mathématiques. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est des mathématiques. En 2024, vous créez votre entreprise Archipel. Oui, c'est ça. Archipel, c'est aussi une continuité de ce que vous avez à peu près fait en Algérie. C'est ça. C'est quand je suis arrivé en 2010 en Algérie, quand on a fait l'événement de la semaine du web, on a fait nos 38 événements sur toutes les wilayas. Et je me suis dit, en rentrant en France, je me suis dit, mais on en parlait tout à l'heure, il y a plus de 7 millions, voire même plus d'Algériens qui sont à l'étranger. Oui. Et je me suis dit, nous, on ouvre un accélérateur avec mon cofondateur Nassim Saïd Bezaoui. On s'est dit, mais on est tous les deux Algériens, tu as un des plus grands locaux à Paris, 400 mètres carrés au cœur de Paris. Qu'est-ce qu'on peut en faire? On sait qu'aujourd'hui, il y a une problématique de la diaspora à lever des fonds en France. Il y a énormément de gens qui veulent revenir en Algérie, mais qui ne connaissent pas les dispositifs. Ils sont de plus en plus nombreux. Et qui ne connaissent pas les dispositifs. Ils ne savent pas les aides qu'il y a, les nouveaux dispositifs sur l'entrepreneuriat, sur le label Startup des aides. Et je lui dis, mais on peut devenir un appui pour la communauté à l'étranger, de venir nous voir et on en a parlé même avec le ministre actuel en disant, peut-être ce qui serait intéressant, c'est qu'ils se déplacent et qu'ils expliquent les dispositifs directement à la communauté sur place pour donner aussi envie aux gens en disant, expliquer, aujourd'hui il y a des nouveaux contextes, des nouvelles lois qui sont arrivées pour faciliter le business. Des nouvelles passerelles, des ponts qui se créent aussi exactement. Avec toutes les facilités qu'on est en train de mettre en place. D'ailleurs, dans quelques jours, il va y avoir un grand événement africain. L'African Startup Conference. Il faut savoir que vous vous êtes tourné aussi, non seulement vers l'Algérie, mais vers l'Afrique. Exactement. Et donc, c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs, oui. Pour cet événement qui aura lieu du 5 au 7 décembre. Dans quelques jours. Donc quel est l'apport dans cet événement? Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai fait donc, ces événements, on va dire, de 2011 à 2017. Et puis, il s'agit d'abord d'un événement qui concerne l'intelligence artificielle. Exactement. Donc, de 2011, juste pour reprendre, de 2011 à 2017, j'avais fait donc, les Web Days en Algérie, j'étais parti. Et à partir de 2017, moi, j'avais passé 7 ans en Algérie à faire les événements. Je me suis dit, je vais faire le reste de l'Afrique. Et ce qui s'est passé, il y a à peu près 3 ans, le ministère m'a appelé en me disant, écoute Farid, tu as fait l'Algérie, tu es en train de faire l'Afrique, reviens cette fois-ci pour nous aider pour l'Afrique. Et donc je suis revenu et j'ai dit, voilà, parce que moi je suis présent dans 32 pays africains maintenant. Parce que ce qu'on a commencé en Algérie a grandi et on l'a fait dans toute l'Afrique. C'est-à-dire que c'est une licence algérienne qui s'expand. Et j'ai dit, OK, on peut commencer à travailler ensemble. Et donc on est en 2024, en 2021, il y a eu le premier African Startup Conference. Et on a une délégation ministérielle africaine qui vient chaque année maintenant en Algérie à ce moment-là. Et ce sont les ministres des technologies africains qui viennent sur Alger. Et on s'est mis d'accord pour se dire, mais finalement, on peut construire un événement autour de cet événement ministériel. Oui. Et donc le premier événement, on a ramené à peu près 50 experts africains pour échanger comment l'Algérie peut travailler dans son continent africain avec ses interlocuteurs, le Nigeria, le Kenya, l'Égypte. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a écrit pour l'Union africaine un document qui a été accepté parce que c'est Nassima Arab qui aujourd'hui est secrétaire générale permanente maintenant de l'ASC qui a mis ça en place, ça a été accepté. Donc chaque année, on fait revenir des conférenciers. L'année dernière, on était à peu près, je pense, 150 conférenciers. Cette année, on est à 250 conférenciers. Et la thématique de cette année, c'est réimaginer l'Afrique grâce à l'IA. Et peut-être un truc qui me met un boum au cœur, c'est la première fois, je pense, qu'on aura autant de gens de la diaspora qui se sont mobilisés gratuitement, faut le dire aussi, pour organiser ce qu'on appelle nous des side events. Donc il y a plus de 127 événements pendant 3 jours.
Et donc tous ceux qui veulent rencontrer l'écosystème de la communauté à l'étranger, on a des gens qui viennent du Canada, de l'Angleterre, des gens qui viennent du Qatar, d'Arabie Saoudite, il y a vraiment des Algériens du monde entier qui se sont donné rendez-vous à Alger du 5 au 7 décembre. L'Algérien est très créatif, oui, exactement. Et aussi a un lien très fort avec l'Algérie. Et il y en a beaucoup qui portent haut les couleurs de l'Algérie, les sportifs notamment. Et là, dans quelques jours, il va y avoir aussi un DZ qui est né en France et qui porte les couleurs de l'Algérie. Il va dans la discipline de la boxe thaïlandaise, Muay Thai, voilà, ce qu'on appelle Muay Thai. Et donc il va confronter le numéro 2 de champion mondial dans la discipline. Il a été champion à 15 ans. Avec les couleurs algériennes, très très tôt. Donc il s'appelle Ilyes Mahmoudi. Donc il faut retenir ce nom, Ilyes Mahmoudi. Il y a aussi quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé hier. On a maintenant un bout d'Algérie sur la planète Mars. Oui, oui. C'est ce que j'ai entendu, c'est qu'on s'est exporté aussi là-bas. Exactement, donc en concertation avec notre aussi chercheur algérien Nordin Likchi et les chercheurs de la NASA, donc ils ont décidé de donner des noms à 3 parties sur la planète rouge. Donc il s'agit de Tassili Nadjer, Roufi et le parc de Djurdjura. Et c'est un événement qui touche particulièrement Nordin Likchi, le professeur Nordin Likchi, qui en est très très fier et qui a un message à transmettre à nos jeunes justement. On l'écoute tout de suite. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je suis vraiment heureux de partager avec vous le fait que les noms de nos parcs nationaux Djurdjura, Tassili Nadjer et Roufi sont maintenant sur Mars. Alors je vais vous dire comment que cela s'est passé et ce que cela veut dire pour moi. Tout d'abord, pour que cela s'est passé de la façon suivante. Lorsque la mission Curiosité et aussi Persévérance, qu'on a atterri sur Mars, dans des régions différentes, la première sur Gale, la deuxième J0, et bien il se passe la chose suivante, c'est qu'à un certain moment, dans la région spécifique autour de Gale ou de J0, donc dans ce cas-là c'est J0, autour de J0, elle est analysée par des géophysiciens de la NASA, etc. Et les scientifiques divisent, si vous voulez, cette région-là en plusieurs cadrans. Donc, une fois que cela est fait, on demande aux scientifiques qui font partie de la mission de proposer des noms pour toutes ces régions-là, pour ces petites régions de J0. Et donc, moi pour J0, donc j'avais proposé que les noms de ces 3 parcs nationaux, donc Djurdjura, Tassili Nadjer et Roufi, ils sont précieux, ils représentent l'Algérie, ils font partie de nos racines, ils font partie de la journée éternelle, de son histoire, que ces noms-là soient donnés à certaines régions. Après, il y a un vote, et je suis heureux, j'étais très heureux de savoir que mes collègues ont voté, si vous voulez, pour que 3 de ces régions portent sur ce nom-là. Donc voilà. Donc tout d'abord, je tiens à remercier tous mes collègues et je tiens à remercier tous les scientifiques qui ont travaillé sur l'édition, ces 2 missions, aussi bien Persévérance et Curiosité, parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Alors qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Moi, je voulais surtout que cela inspire les jeunes à croire en eux et essayer et faire de leur mieux pour toujours essayer de faire plus et mieux dans ce qui les passionne. Et dans mon cas particulier et dans un cas spécifique, je dirais que lorsqu'on travaille dur et qu'on est passionné par ce que l'on fait, il y a des opportunités qui se présentent. Et quand on est bien préparé, lorsque ces opportunités se présentent, eh bien parfois on peut
réussir même ce qui était peut-être pas envisageable il y a quelques années. D'une part. Deuxièmement, c'est aussi pour donner plus de visibilité à nos parcs nationaux et à l'échelle universelle par cette initiative-là. Et faisant cela, en montrant en fait à tout le monde que nous avons des parcs nationaux qui sont extraordinaires, et aussi pour nous encourager tous à faire mieux pour les préserver pour les générations futures. Évidemment, nous avons plus que 3 parcs nationaux, mais tout ce que j'ai pu faire, c'est proposer 3 et pas plus. Voilà. Alors j'aimerais aussi ajouter que cette contribution-là, je l'ai faite aussi, ou cette proposition-là, je l'ai faite aussi, c'est un peu pour remercier tous ceux qui m'ont permis de venir et d'être ce qui je suis, c'est-à-dire l'Algérie, le système d'éducation que j'ai eu, l'université de Berzoua, le lycée à Banamra, les lycées dans mon village où j'étais, donc où j'ai grandi, à Fnia. Donc tout ça, et aussi la communauté qui m'a entouré, le peuple qui m'a entouré, mes amis, mes voisins. Voilà, donc c'était Nordin Melikchi, docteur Nordin Melikchi, que je remercie infiniment. Il a fait cet enregistrement très tôt ce matin, et pour juste être présent à cette émission. Je disais que franchement c'est une fierté. Mais merci à lui d'avoir mis les mots, en tout cas pour l'Algérie, sur Mars. On sera arrivé avant Elon Musk. Je vous remercie, Farida Arab. J'espère que l'aventure va continuer encore. Ah oui, et puis rendez-vous tous, je donne rendez-vous à tout le monde du 5 au 7 décembre au CIC, et le site c'est africanstartupconference.org. Merci encore une fois. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup Fella, merci à ton invité également. Bon vent pour votre événement, Farid, plutôt. Oui, oui, tout à fait, Farid Arab, c'est ça, j'ai bien dit. Voilà, et bien sûr, vous qui êtes avec nous, vous qui aimez le sport, c'est tout de suite après cela avec Riyad Belkhadi. Bonjour Riyad. Bonjour. Ça va? J'ai oublié le café. Moi aussi, j'ai pas pris de café ce matin. C'est pour ça que vous confondez les prénoms. Il faut vous réveiller. Café, c'est bon pour se réveiller, paraît-il. Oui. Faut pas abuser, mais c'est bon. Absolument. Le thé aussi, c'est pas mal. Ça réveille un peu. Ça va? Oui, très bien. Comme un dimanche. Très bien, comme un dimanche où on revient sur l'actualité du week-end, la 11e journée notamment de la Ligue 1. C'est bien ça? Qui s'étale sur 3 jours, et on va parler beaucoup de sport féminin, vous allez voir dans cette matinale. Mais on va commencer avec la 11e journée. Il y a un match qui a été reporté de cette journée, c'est le match USMA Paradou Athletic Club pour cause de compétition africaine. Vous savez, les clubs algériens sont en lice. On va commencer avec cette Ligue 1 justement avec 3 matchs. Et ce premier match, c'est Khenchla qui a battu Akbou. C'est une défaite qui était fatale au Tunisien Bouakez. But de Djaouchi à la 67e minute de jeu. Et puis le second match, Magara MCO. C'est le MCO qui a ouvert la marque par Boussalem. Et Magara revient dans la rencontre pour l'emporter finalement. Voilà ce premier but signé Amran à la 58e minute de jeu. Et puis sur penalty, il signe un doublé Amran Magara qui souffre le martyre à chaque fois en championnat et qui finit par se sauver. Et puis il y a eu un troisième match un peu plus percutant, on va le voir dans quelques instants. Il n'y a eu que 3 matchs hier, le reste de la journée va se poursuivre aujourd'hui. Et on va voir les images de ce troisième match. C'est le Bayad qui accueille Mostaganem, de club de l'Ouest. Le Mouloudia de Bayad qui a attendu longtemps avant d'ouvrir la marque. On va voir les images dans quelques instants de ce MC Bayad Espérance de Mostaganem. Voilà, l'Espérance de Mostaganem. Jeune promu qui ne perd pas depuis le début de la saison. Si l'Olympique d'Arbou, promu également, a une baisse de régime, on l'a vu tout à l'heure avec cette défaite, et bien Mostaganem va résister à Al-Bayad, à un stade de Bayad archi-comble.
Et puis, vous allez le voir, à la 80e minute de jeu, c'est les Bleus d'Al-Bayt qui vont ouvrir la marque par l'intermédiaire de Toumi. Il faudra donc attendre la fin de match. C'est un match extrêmement serré. Toumi, donc, pour le Bayt, va marquer en seconde période. Ça, c'est la fin de la première mi-temps. Seconde mi-temps, Mostaganem, toujours à l'attaque. Une équipe joueuse. Et on voit le but. Oh, on aurait dû regarder le but. C'est toujours beau. Il faut être patient. Hein. Parfois, les buts, ils viennent à la fin. Ils vont le remettre. Il ne s'appelle pas Belkhadim, mais Belkhadim. Oui. À la 82e minute de jeu, il offre le point du match nul. Ah, merci. Voilà. Ah, ben le premier but. Et ensuite, eh bien, Belkhadim va donc. Voilà donc pour ces images. Belkhadim donc, il réussit à égaliser pour cette rencontre. Et puis aujourd'hui, il y aura un grand choc. L'Entente de Sétif qui reçoit, c'est le grand choc de cette journée, le Mouloudia d'Alger à 17h30. Match à suivre, hein, c'est l'affiche de cette journée. Et puis, CR Belouizdad Aïssou Chlef, match à huis clos, hein, sans public au stade du 5 juillet, pour cause de petits grabuges qu'il y a eu hein, lors du derby CRB Mouloudia. 17h45. Et puis demain, vous l'avez dit, une journée qui s'étale. Demain, Saoura reçoit à Béchar la JS Kabylie à 16h. Biskra reçoit le leader, le CS Constantine, 17h30. Et puis, je vous l'ai dit, match reporté, USMA Paradou. Voilà donc pour la Ligue 1. Maintenant, honneur aux dames, avec notre sélection nationale qui prépare la Coupe d'Afrique des Nations féminines. La sélection féminine a joué une double confrontation face donc à son homologue ougandaise. Hier, deuxième victoire, 1-0. Et lors du premier match, on va voir les images du premier match de cette sélection algérienne. L'unique but du match d'hier a été marqué par Kerchouni. On les voit, une belle rentrée de cette équipe nationale féminine. Voilà, c'était au stade Chaker, hein, de Blida, belle pelouse, avec une... On sent la détermination dans le regard. Hein. Et on va voir d'abord, les filles étaient contentes hier de réaliser un clean sheet. C'est quoi un clean sheet? C'est-à-dire une victoire sans encaisser de but. Elles auraient voulu, et on voit donc cette ouverture du score pour la sélection algérienne. Et on revoit donc ce second but dans quelques instants. C'est Kachouni donc qui a marqué. Seconde victoire des Verts, synonyme donc de bons résultats pour ce stage. Et comment vous disiez, Quitch? Clean sheet. Clean sheet. Clean sheet. J'ai jamais entendu ce terme. Et voilà, malheureusement, lors du premier match, elles ont encaissé, donc pas de clean sheet pour ce premier match. Clean sheet, c'est quand le gardien ou la gardienne garde sa cage vierge pendant 90 minutes. Ça reste quand même une bonne performance pour les Algériennes, 2 victoires. Mais attention, elles ont dans leur groupe en Coupe d'Afrique des Nations, qui sera décalée à 2025, ça se jouera en juillet prochain. Elles ont dans le groupe une équipe qui a été 11 fois championne d'Afrique, rien que ça, les Nigérianes, qui viennent de perdre contre une grosse nation du football féminin, la France. Ils ont perdu 2-1. Donc cette équipe algérienne emmenée par Faith City va essayer de faire mieux parce qu'il y a de gros calibres en Afrique, le Ghana notamment, l'Afrique du Sud qui nous a souvent barré la route, et le Nigeria. C'est une équipe très physique, très technique, mais c'est une équipe new look et on espère qu'elle fera mieux que les... Est-ce qu'elle est aussi soutenue, cette équipe, que l'équipe nationale masculine? Soutenue, mais je vais vous dire non. Est-ce que les gradins je vais vous dire non, parce que bon, je ne sais pas si c'est culturel, mais il y a cette idée préconçue que le foot c'est pour les garçons. Ben non, quand on porte le drapeau national, il faut remplir les stades, il faut les soutenir. Elles ont besoin de soutien. Il y a maintenant une obligation de la FIFA que chaque club professionnel possède son équipe féminine. Donc tous les clubs de Ligue 1, Sétif, Mouloudia, USMA, JSK ont leur équipe féminine et ils jouent leur championnat. Donc faudra s'habituer à aller au stade comme on va aux salles de handball ou de volleyball, regarder les équipes féminines. Justement, le handball, là aussi en question, la Coupe d'Afrique, on y est en plein dedans. Excellent. Ça a bien commencé pourtant pour les Algériennes. Première victoire, c'était face au Cap-Vert, et ensuite défaite face à l'Égypte. Et hier, la sélection qu'on voit là à l'entraînement à Hatcha juste avant le départ, hein, pour la RDC, elles sont à Kinshasa, nos dames, et elles ont perdu d'abord
donc face à l'Égypte, 28-19. Ils ont battu le Cap-Vert, 20-16. Et hier, elles se sont inclinées face à l'équipe du pays organisateur, les Congolaises, 24-17. L'objectif, c'est de faire mieux que lors de l'édition précédente, c'est-à-dire mieux que la 10e place. Oui. Et là, c'est bien de dire 4 parce que leur objectif, c'est 4 justement. C'est de faire 4. Pourquoi faites 4 ? Faire 4, ça veut dire être au moins en demi-finale. Et les 4 premières places sont qualificatives pour le championnat du monde. Ça sera très compliqué. C'est une équipe jeune, c'est un nouvel amalgame. Il y a beaucoup de joueuses, entre guillemets, pro qui jouent. Est-ce qu'il y a lieu d'espérer ? Écoutez, c'est pas si simple. C'est très cartésien le sport, même si parfois, c'est ça la beauté du sport, il y a quelquefois des surprises ou des petits poussés battre un adversaire plus fort. Ça peut arriver de temps en temps sur un match, ça peut arriver sur une défaillance technique en face, sur une explosivité de l'équipe, mais sur un tournoi, sur le continent, avec beaucoup de joueuses qui ne connaissent pas l'Afrique. Il y a beaucoup de joueuses, il y a un peu plus d'une dizaine de joueuses qui évoluent en France. Il y en a qui viennent pour la première fois jouer en sélection algérienne. L'équipe féminine, il faut savoir que c'est un projet. Ce n'est pas un projet à court terme sur une seule compétition, c'est-à-dire cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce serait bien qu'elle réalise un exploit parce que c'est dans les grands tournois que naissent les grandes équipes. Souvenez-vous de l'équipe de football en 2019 et cette Coupe d'Afrique des Nations remportée par l'Algérie, c'était au Caire en Égypte. Après ce tournoi, une équipe est née, les Mahrez, les Ben Nassar, Bounjah, etc. C'est une équipe qui vit un événement très fort. Ça crée de l'émotion, ça crée une union sacrée. Et si elles arrivent à réaliser un bon tournoi, c'est ce qu'on leur souhaite aux filles, eh bien d'abord ça donnerait un peu plus d'importance au handball féminin. Ça donnerait de l'importance au championnat algérien qu'on suit. C'est El Biar qui est en tête de ce championnat féminin. Et le handball, en général, on a besoin, le handball masculin aussi. Il est en direct sur Canal Algérie chaque week-end. Il y a des matchs. Le hand, j'aime pas dire ce mot, malheureusement c'est un peu vrai, même si c'est une métaphore un peu forte, est malade, alors qu'il était au firmament du sport algérien en Afrique. Il en a besoin. L'équipe des garçons se prépare. Elle joue un championnat du monde dans quelques semaines, en janvier. Ce sera un championnat du monde jumelé entre 3 nations, la Croatie, la Norvège et le Danemark. L'Algérie dans le groupe du Danemark. Là aussi, l'Algérie en a besoin. Il y a beaucoup de joueurs pros. Certains sont issus du championnat local, d'autres sont issus de l'immigration, beaucoup du championnat local. Le handball algérien, pour moi, est un peu le thermomètre du sport algérien. C'est comme l'immobilier. Quand le handball va mal, le sport va mal, il n'y a pas que le foot. L'Algérie est un pays de handball, c'est le premier sport co en Algérie. Donc voilà, ce serait bien de s'intéresser aux filles, vous avez raison. Merci beaucoup Riyad. Bien sûr, on rappelle une dernière fois cette 11e journée qui se poursuit encore. Juste un petit rectificatif, tout à l'heure, on avait vu des images, c'était pas les images de Mostagalem, c'était les images du Mouloudia qui est parti l'emporter à 1-0, c'était un but de Delors. Donc il y a une petite confusion, rectificatif important. Très bien, donc le Mouloudia qui sera en compétition qui sera à Sétif aujourd'hui au stade du 8 mai 45. C'est le grand choc de cette journée en direct sur les chaînes de la télévision algérienne. Ne manquez pas la belle affiche de cette journée. Entente qui revient bien et le Mouloudia qui a besoin de gagner pour chipper la place au CSC. Mais le CSC joue demain, donc championnat très intéressant cette saison. Bonne chance à tous, bonne chance à ces deux clubs qui vont s'affronter aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup Riyad pour ce round-up. Voilà, on a fait notre temps, on peut prendre un café maintenant. Oui, absolument. Alors juste après ceci, donc le générique arrive, mesdames, messieurs, ce qui annoncera la fin de cette rencontre avec vous. Donc passez une excellente journée, à très vite. سهر الليالي ودموعي سايلة سجام نبكي ونوح في الرصان على محبوب خاطري نجار عليا ولا عفا نشهد يا مالكي في خدك نورك يضوى على الرصان ما بين محاسن الريام
ونقول بريت من ضراري ونسيت محاين الجفا.